des concentrations plus fortes, ben, il n'a plus voulu jouer. Il est sorti de la boîte, il a dit ah non mais votre histoire, moi je joue plus. Donc on n'a pas pu tester beaucoup de concentration. Alors on a aussi montré que quand vous apprenez quelque chose au blob et que juste après l'avoir appris, vous le mettez à dormir. Et vous le réveillez ensuite. Avec un petit peu d'eau, vous savez, le blob, une petite cuillère d'eau, il repart. Et on s'est aperçu qu'il était tout à fait capable de se rappeler ce qu'il avait appris. On les a des fois endormis pendant 1 an, et même 1 an après, ils se rappelaient. Donc vous avez ici un blob à qui on n'avait rien appris, on le réveille dans une mer de sel, une arène remplie de sel. Et un blob à qui on avait appris, juste avant de l'endormir, et regardez la différence de comportement. Le blob qui a appris, oh, ça ne le gêne pas le sel, il se balade très vite. Lui, il a beaucoup plus de difficultés, puis il y a quelque chose que vous devez noter, il devient orange foncé, c'est toujours mauvais signe chez les blobs, c'est-à-dire qu'il est très stressé. Et donc vous voyez que le blob habitué, il n'a pas de problème. Même après avoir dormi pendant 1 an, il s'est rappelé qu'il avait appris à ignorer le sel. Non seulement il est capable de l'apprendre, mais il est capable de partager son apprentissage avec les autres. Si vous prenez un blob, 2 blobs en réalité, il y en a un, vous lui apprenez que la caféine c'est inoffensif, il a appris pendant 5 jours, et l'autre, il pense que c'est pas bon, il n'a jamais rien appris. Vous les faites fusionner, et vous regardez s'ils aiment tous les 2 la caféine. Et on a fait comme ça des petites chaînes d'informations, vous voyez, on a fait fusionner des blobs, de blob en blob. Et donc on a entraîné 4000 blobs. Alors on travaille beaucoup là-bas. Et donc après on a placé un blob habitué à côté d'un blob naïf, et on a coupé, on les a séparés à 2 moments. Le premier moment où les membranes sont ouvertes, le deuxième moment où les réseaux veineux sont bien connectés entre les 2 blobs. On a fait ça à 2 moments différents, pour voir si c'était important que les réseaux veineux soient connectés. Et ensuite on les séparait, on les mettait face à du sel. Si on coupe après 1 heure, regardez ce qui se passe. Le blob qui est habitué, pas de problème, le sel il connaît, trace. Par contre, le naïf, clairement, il n'a rien récupéré. Ça ne marche pas du tout, il n'est pas habitué. Si maintenant on les sépare 3 heures après la fusion, on autorise la connexion des réseaux veineux, regardez. Le naïf, il a récupéré l'information. Et ça marche même avec un blob habitué et 4 blobs naïfs. Il est capable de donner l'information à 4 autres blobs. Alors comment ça marche? Ben, la seule hypothèse qu'on avait, c'est qu'il fallait que les réseaux veineux soient connectés. Donc la mémoire, elle est dans le réseau veineux. Elle coule dans les veines du blob. C'est tout ce qu'on savait comme hypothèse. Et donc qu'est-ce qu'on a fait du coup? Ben, vu que c'est dans le réseau veineux, ben, on a fait une prise de sang à notre blob. Alors on a pris le liquide jaune et on a regardé son taux de sel. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Les blobs qui étaient habitués au sel, ils étaient remplis de sel. Ils n'avaient pas juste que fait passer sur le pont, ils avaient aussi avalé tout le sel qu'il y avait. Et donc on s'est dit, mais c'est peut-être ça la mémoire. Donc on a pris un blob qui pensait que le sel c'était pas bon. Et on lui a fait une piqûre, on lui a injecté du sel à l'intérieur, directement dans son réseau veineux. Et on a regardé s'il aimait le sel. Donc en haut, le blob, on lui a donné de l'eau, et en bas, on lui a donné du sel. Et les 2, c'était des blobs complètement naïfs. Hein. Regardez, juste une injection de sel suffit pour qu'ils puissent traverser le pont. Donc c'est un peu comme si vous deviez manger vos devoirs pour les apprendre. En fait, c'est comme ça, le blob il fait ça. Pour apprendre quelque chose, il mange. Essayez, peut-être ça marche. Alors je vous ai dit, le blob il est quasiment immortel. Il double de taille tous les jours, il sait sortir d'un labyrinthe, il sait équilibrer son régime alimentaire, il peut apprendre, transférer ses connaissances. Comment ça se fait que le blob c'est pas le maître du monde? C'est vrai, ça devrait être le maître du monde, le maître de l'univers. Alors je vous explique en image pourquoi le blob n'est pas le maître de l'univers. Donc ça c'est un petit Myxomycetes, c'est un stémonitis, c'est un cousin du blob. Et il est tranquille, là vous voyez, il fructifie, en train de faire ses petits sporocystes. Là. Il est peinard sur sa souche d'arbre, dans la nature. Vous voyez, il y a des petits acariens autour qui se baladent. Vous voyez, il a presque fini de former ses descendants, ses petits bébés. Et ouais. Le blob était peinard au début, mais il y a 500 millions d'années sont arrivés les limaces.
Et donc, et oui, le blob, il a des prédateurs, les limaces. Donc, c'est pas le maître de l'univers. Mais quand même, c'est peut-être pas le maître de l'univers, mais il est parti dans l'espace. Il est parti dans l'espace, et vous le savez, parce que vous avez participé à ce projet. Et les gens de l'Agence européenne spatiale avaient très très peur, quand on a envoyé le blob dans l'espace, que le blob s'échappe. Ils avaient vu trop de films d'horreur, je crois. Ils avaient surtout vu Life, à mon avis. Donc, ils nous ont demandé d'enfermer notre blob à double tour dans une blobcell, puis dans une blob box. Vous connaissez un petit peu, vous l'avez fait à l'école. C'est ce système-là. Vous avez les petits blobs dans des blobcells, la blobcell dans une blob box, la blob box dans une caisse. En réalité, Thomas Pesquet n'a jamais vu les blobs. Parce qu'ils étaient enfermés dans cette caisse et ils ne pouvaient pas l'ouvrir parce qu'elle avait été vissée. Non, mais ils avaient vraiment peur qu'ils s'échappent. Et donc, ils avaient juste fait des trous, vous voyez, sur les côtés, pour que Thomas Pesquet puisse mettre les seringues, envoyer de l'eau pour que le blob se réveille. Mais tout ça, c'était bien enfermé dans une petite boîte grise. Et donc, voici en image ce que ça a donné. Alors, nous, on était très contents parce que le blob s'est réveillé. Donc ça, c'était une première victoire, parce que moi, j'ai pas dormi pendant 3 mois parce que j'avais peur que le blob ne se réveille pas. Et alors, vous voyez qu'il s'est réveillé, il s'est baladé comme d'habitude, en réalité. Il a fait un peu pareil que d'habitude. La seule chose qu'il a fait de différente, vous allez le voir, alors c'est pas très, la qualité n'est pas terrible, je suis désolée. Ça va arriver par là. Le blob, en fait, de l'espace, il nous a fait coucou. C'est ici, voilà. Il a fait un petit pseudopode, il fait jamais ça. Il s'est levé comme ça. Et il l'a fait 2 fois. Alors là, je vous l'ai mis en gros plan. Hop. Voilà. Il a été sympa, il nous a fait un petit coucou de l'espace. Mais surtout, ce qui était important dans cette expérience, c'était vous. C'était les 5000 écoles qui avaient regardé le comportement du blob sur Terre. Vous étiez 5000 écoles à participer. 350 000 élèves ont participé à Lève ton blob. Et vous avez fait des tas d'expériences. Et vous avez fait bien plus que l'expérience dans l'ISS. Vous avez testé plein de choses, des labyrinthes, des cafétérias. On a même fait une dictée sur le blob. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à dicter sur le blob dans cette salle. On a fait une dictée sur le blob. On a fait plein de choses en réalité sur le blob toute l'année. Donc ça, c'était extraordinaire. Vous avez été bien plus loin. Vous vous êtes comportés comme de véritables chercheurs. Et tout ça, c'était grâce surtout à vos enseignants extrêmement motivés, il faut le dire. Parce que c'est quand même pas facile à élever des blobs des fois. Et ça a fait des jaloux. Vous savez, il y a plein de gens qui ont été extrêmement jaloux de vous. Parce qu'ils voulaient travailler sur le blob aussi, mais ils n'étaient pas à l'école. Donc le CNRS, ils ont ouvert un autre projet, derrière le blob la recherche, ouvert à tout le monde. Et donc là, on a le petit Arthur, alors je ne sais pas s'il est dans la salle, il était là tout à l'heure, avec son arrière-grand-papa, qui est aussi un chercheur, et qui a fait des expériences sur le réchauffement climatique. Et vous êtes 15 000 volontaires actuellement à regarder les effets du réchauffement climatique sur le blob. Et on a beaucoup de gens qui participent à cette expérience, des parents, du coup, qui étaient jaloux de leurs enfants. Et on a aussi des personnes âgées dans les EHPAD et même des gens dans les prisons qui travaillent sur le blob. Donc maintenant, on peut se poser la question pour finir cette conférence, mais quand même, si j'ai pas de blob, j'aimerais bien trouver un blob. Ben, le blob, il vit où? Il vit en forêt. Vous pouvez aller le chercher. Ben, je suis sûre qu'il y en a plein dans les environs de Châteauroux. Il faut juste fouiner. La plupart du temps, il rampe sur le bois en décomposition. Mais vous pouvez être des fois beaucoup plus chanceux et le trouver chez vous. Ça, c'est des photos que les gens m'envoient en France. Là, c'est dans une jardinière de légumes. Là, c'est dans un composteur. Là, c'est sur une barrique de vin. Mon préféré, dans une salle de bain. Je crois que la personne a un petit problème d'humidité.